Bonjour à tous, je vous fais une petite intro très rapide avant de lancer l'épisode. C'est non pas pour vous inciter à vous abonner comme le feraient tous les youtubeurs, mais juste pour vous dire que j'ai mis en description le lien d'un questionnaire qui dure littéralement 30 secondes, vraiment 30 secondes, et dans lequel je vous pose deux-trois questions à propos du podcast, et notamment une très importante pour me suggérer des nouvelles questions sur le podcast. Donc voilà, merci beaucoup d'y répondre, et sans plus attendre, place à l'épisode. Bonjour Julien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Health Tech in Progress. Pour commencer, un petit rituel, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, nous dire qui tu es, ton prénom, ton nom et ton parcours? Bonjour Meriadec, je m'appelle Julien Clasta, je suis président fondateur de la société Biomeca et Oncomeca, et donc je viens d'un parcours LMD, donc licence, master, doctorat en biologie, que j'ai terminé donc par un doctorat en biophysique, plus particulièrement sur l'étude des tissus et de la morphogénèse épithéliale chez la drosophile, que j'ai donc obtenu en 2016, année aussi de la création de la société Biomeca. D'accord, donc t'as fini hyper récemment. En 2016, c'était tout récent Et, finalement. il y a 5 ans. Et donc tu t'es lancé directement après dans Biomeca et Oncomeca? Et tout en parallèle. Tout en parallèle, donc j'ai soutenu en décembre 2016 et la société a été créée en novembre 2016. Donc Ok, temps de faire toute la formalité administrative. Donc ça a été effectivement tout en parallèle. d'accord, donc là t'es docteur toi aussi. Je suis docteur aussi, Ok, exactement. impeccable. Et qu'est-ce qui t'a emmené justement vers ce domaine de la science? C'était une certaine appétence à la biologie, à la SVT. J'ai eu un prof de SVT au lycée qui m'a vraiment fait découvrir les sciences de la vie, la biologie marine, la biologie animale. Et donc je me suis dit, mais c'est ça, je veux travailler là-dedans. Et évidemment, entre l'étude d'un ver de terre et l'étude de la morphogénèse épithéliale par microscopie de force atomique, il y a quand même, il y a quand même deux mondes. Donc, je me suis spécialisé, et même hyper spécialisé dans cette méthodologie qui est la microscopie de force atomique. Euh, et donc, c'est quelque chose qui me passionne. Et c'est vrai que je ne souhaitais pas continuer dans l'académique, Ok. donc avoir un cursus de postdoctorat à l'étranger, etc. Je voulais créer mon propre métier, et donc une opportunité s'est présentée à moi, et j'ai pu coupler la méthodologie AFM avec donc l'envie d'entreprendre, et donc ça a créé la première société Biomeca. Ok, bah on va revenir après sur le parcours de Biomeca, de Oncomeca, mais c'est intéressant que tu abordes le fait que tu voulais pas te lancer dans le monde académique. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà perçu en toi dès le début, ou c'est quelque chose qui est venu pendant ton parcours? Tu t'es dit non, la recherche académique, c'est pas pour moi, j'ai pas envie de faire un postdoc, deux postdocs, galérer pour trouver un poste. Est-ce que, entre guillemets, tu as pu être dégoûté de la recherche académique, ou est-ce que finalement tu savais que tu allais vouloir faire entrepreneur en te lançant dans dans ce cursus-là? Alors, en fait, c'est la LMD, donc licence, master, doctorat. En master, on a deux stages, un stage en master 1 et un autre stage en master 2. Et c'est vraiment les premières fois où on est dans un environnement laboratoire. Et les laboratoires académiques, ce sont les plus grands recruteurs de stagiaires, malgré tout par rapport à l'industrie. Donc j'ai pu côtoyer un peu ce monde de l'académique, et c'était pas quelque chose qui euh, m'intéressait, dans le sens où il y avait quand même pas mal de difficultés à obtenir des financements, pas mal de Ouais. difficultés à obtenir des postes, et on faisait plus miroiter des postes que de donner des postes. Ça me correspondait pas spécialement. Donc j'ai coloré vite mon parcours de mon doctorat par des options externes de système des gestions industrielles, donc des diplômes universitaires, D'accord. pour essayer de colorer ce parcours scientifique par de l'entrepreneuriat, par de la compréhension du management, de l'économie, etc. Parce que voilà, je voulais me donner une autre, ce qu'on appelle les soft skills, une autre, D'autres cordes à ton d'autres arc. cartes, d'autres cordes, effectivement, pour
que je ne sois pas embêté entre guillemets dans le privé. D'accord. Ce qui est intéressant aussi sur le podcast, c'est au-delà de faire le constat, d'essayer de trouver un petit peu des pistes de réflexion. Donc, qu'est-ce que tu ferais mieux, justement, si tu étais dirigeant d'un master, directeur de thèse, je sais pas, qu'est-ce que tu ferais de mieux, justement, pour pas dégoûter, pour donner envie aux étudiants, aux aspirants chercheurs de poursuivre dans cette voie-là? Bah, en fait, je pense que le premier, c'est que j'arrêterai de parler de mes difficultés, dans le sens C'est où vrai, c'est très très vrai. Parce que j'ai pu le faire aussi en labo, à chaque fois, c'est ah machin, on est en train de chercher ce financement, c'est galère, ça va nous prendre 6 mois. On exactement. répond à ce dossier-là. C'est vrai, c'est très vrai. Exactement. Donc déjà, j'arrêterai ça. Et aussi, je pense que dans le cursus universitaire, je donnerais plus la possibilité d'accès au stage, parce que je trouve quand même assez particulier quand même d'accéder au stage au niveau master et de ne pas avoir la possibilité de toucher à la science, de toucher au laboratoire au niveau licence. Alors on peut le faire en stage enfin en stage Ouais, volontaire, les non trucs pas payés. non obligatoire, mais bon, ça reste quand même pas forcément bien utilisé par les laboratoires académiques. Et aussi, je pense que je ferai en sorte de donner une meilleure perspective, de rendre sexy le travail, parce que c'est vrai que quand on arrive dans un laboratoire, on entend tout de suite, tu dois travailler jour et nuit, les week-ends, et puis moi, à ton époque, je faisais ça. Alors, ça sous-entend que moi aussi, je dois faire ça. Et aujourd'hui, on est plus en train de concilier sa vie professionnelle à sa vie personnelle. Et c'est vrai que quand on entend ça, on n'a peut-être pas forcément envie de se lancer dans un emploi qui va nous bouffer tout notre quotidien, toute notre journée. Donc je pense que déjà, oui, c'est vraiment une grosse réflexion sur le responsable de laboratoire, sur sa façon de communiquer, sa façon de présenter et sa façon de vendre son métier qui doit être modifiée, je pense. Ok, très très clair. Tu as parlé de ton prof de SVT qui t'avait un petit peu inspiré dans cette voie à partir vers les voies de la science. Est-ce que tu avais d'autres rôles modèles plutôt du côté entrepreneuriat scientifique, entrepreneuriat santé? Est-ce que tu avais identifié pendant ton parcours des personnes qui pouvaient t'inspirer? Alors, pas spécialement en entrepreneuriat santé, Ok, mais vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat, de créer son métier. Alors c'est mon papa d'accord. qui a créé son entreprise sur des filtres plantés de roseaux, donc ce qui n'a strictement rien à voir avec la santé, mais ça reste de l'épuration d'eau naturelle et écologique. Ok. Donc il a monté cette société et c'est vrai que j'ai baigné un peu dans cet environnement entrepreneurial et aussi le fait de suivre des grandes pointures dans l'entrepreneuriat que tout le monde connaît, hein, Elon Musk, Zuckerberg, etc. Ça reste quand même des personnes qui sont parties de pas grand chose et qui ont réussi à développer de belles structures, de belles idées, etc. Critiquables ou non, mais en tous les cas, le succès entrepreneurial est là. Je dis pas que je veux aspirer à ça, mais en tous les cas, ma situation personnelle plus pas ces idoles, mais ces références dans l'entrepreneuriat font que c'était quelque chose qui me titillait. T'es titillé complètement. Là, je t'ai posé la question du rôle modèle. C'est vrai que je ne sais plus si je t'avais prévenu en amont, donc je pose la question totem du podcast. L'idée, c'est de faire le parallèle entre les aventuriers et les entrepreneurs dans le monde de la santé. Et c'est pour savoir, est-ce que tu as un aventurier, un explorateur, quelqu'un qui t'inspire, qui peut t'inspirer au quotidien dans ton parcours? Alors ça peut être un personnage fictif. Ça peut être complètement un personnage fictif, évidemment. Indiana Jones a été cité Et, plusieurs fois sur le podcast, donc pas de souci. et ben je dirais plutôt dans Seul sur Mars. Ok, Donc j'ai Mark Wahlberg qui est l'acteur qui a incarné, je crois que c'est lui de mémoire, mais le oui. livre, je sais plus comment il s'appelle. Et je dirais que c'est un peu ça, c'est-à-dire que ça peut être du travail d'équipe, mais au final on est un petit peu seul et il faut trouver toutes les petites astuces pour renouer le contact, trouver des solutions qui permettent en fait d'avancer et surtout de rebondir
dans des situations qui peuvent être assez délicates, parce que là c'était de la survie typiquement, donc comment ne pas mourir, c'est une grosse question, et il s'en sort plutôt pas mal, donc je vais pas spoiler la fin, mais en tous les cas c'est vraiment une belle marque Résilience, ouais. de résilience, etc. Donc oui, ces termes, on en a tous un peu marre de les... C'est vrai que le terme résilience, on l'entend un peu à droite et à gauche. C'est pas forcément ce qu'il veut dire, mais Donc apparemment c'est le terme juste. c'est ça, mais c'est plutôt toi qui l'as utilisé. Donc C'est comme vrai, ça, c'est au moi qui moins. l'ai utilisé. Je suis désolé. Même moi, je m'en suis voulu quand je l'ai sorti parce que c'est vrai que je le vois tellement de fois quand tu le vois sur LinkedIn, quand tu le vois à la télé. Exactement. Donc non, c'est vrai que maintenant c'est devenu un peu un terme fourre-tout. Et maintenant, juste pour faire la transition vers ton parcours entrepreneurial, qu'est-ce qui t'a vraiment mis le pied à l'étrier? Je sais qu'en pré-appel, tu m'avais dit plus ou moins que c'était justement un grand compte de la cosmétique qui t'avait lancé dans l'aventure. Est-ce que tu Ouais. peux nous raconter comment ça s'est passé et peut-être justement ce moment hyper intéressant de la transition entre la fin de ton doctorat et le début de l'entrepreneuriat, comment les deux se sont chevauchés à la fin, à quel moment Ouais. l'idée a initié, etc. Et ben c'est assez marrant parce que il y a quelques jours j'étais chez ce grand compte pour parler suite des relations avec Biomeca et Oncomeca. Et en fait on a pris 5 minutes pour se faire un petit historique de quand est-ce qu'on s'était rencontrés. Et en fait c'est vraiment à la fin du doctorat où ce grand compte est venu vers nous, vers le laboratoire pour voir bah, comment dire, ils avaient noté qu'on avait un savoir-faire donc en microscopie de force atomique. Donc c'est un système qui permet de mesurer l'élasticité, la fermeté, la rigidité de la peau humaine, ou tout support biologique ou même supports inertes. Et ils ont dit mais il y a vraiment nous en interne on peut pas répondre à nos besoins en AFM. Il n'y a pas de laboratoire qui existe aujourd'hui privé qui permet donc d'utiliser cette méthodologie et de répondre à ces besoins. Donc ça tombe bien que vous existiez. On a un projet pour vous, et en plus est-ce que vous allez vous monter en société? Oui. Ah bah bingo. Et ben on attend que la société soit créée, puis bah on commence à faire des études ensemble. D'accord. Donc les premières études ont porté sur la dermatite atopique, maladie cutanée, hein, donc d'inflammation cutanée qui a tendance eczéma. Et donc on a fait pas mal d'études sur cette pathologie, et donc c'est comme ça qu'on a pu avoir le pied à l'étrier, et donc démarrer l'activité Biomeca, qui a été la première activité lancée. Ouais, on va revenir justement sur l'articulation de Biomeca, Mhm. Oncomeca. Il y a toujours un petit peu de suspense dans mes épisodes, sachant que je présente d'abord l'entrepreneur et après je passe sur les entreprises. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si dans le laboratoire, c'est toi qui portais cette fibre entrepreneuriale ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Parce que tu as dit que du coup, le grand compte en cosmétique était d'accord pour un partenariat s'il y avait une société qui se crée. Et comment s'est créée cette société? Est-ce que c'est toi qui as dit, OK, moi je veux porter le projet, let's go? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre, un responsable du laboratoire, qui a dit, ça peut être intéressant de faire une société? Comment ça s'est articulé à ce niveau-là aussi? Alors en fait, il n'y a pas eu comme on peut le voir aujourd'hui, des spin-offs de laboratoires. Biomeca n'est pas une spin-off du CNRS ou de D'accord, l'INRA. ok. C'est ce que je pensais, voilà. Ok. Voilà, donc en fait, j'ai acquis du savoir-faire, typiquement du savoir-faire dans la méthodologie AFM. Et la question était de se dire, bah, comment je vais faire pour lancer une activité sans appareil, puisque un appareil aujourd'hui vaut relativement cher. Et donc, j'ai réussi à obtenir un partenariat avec une plateforme académique qui avait cet appareil-là. D'accord. Donc j'ai pu répondre aux besoins des grands comptes ou d'autres clients en utilisant cette plateforme-là. Mais j'étais pas Donc il n'y a pas eu de... spin-off. Ok. Et donc enfin la société a gagné un concours qui était le jeune des jeunes entreprises innovantes. Donc en 2016, et ce concours a permis de gagner un peu d'argent pour lancer la société mettre cet argent dans le capital social de la société pour lancer la structure en 2016 sur la base du savoir-faire, vraiment du savoir-faire.
D'accord. Donc ça veut dire que vu que c'est pas une spin-off, il n'y a pas eu d'histoire de négociation de licence ou de choses comme ça avec le laboratoire. Exactement, Ok, exactement. Donc totalement indépendant et fier de l'être entre guillemets parce que ça amène d'autres problématiques hein, de non soutien entre guillemets parce que quand on est soutenu par une tutelle, c'est quand même assez intéressant parce que on peut avoir un peu une sécurité à côté. Mais d'un autre côté, toute l'innovation qu'on développe aujourd'hui, que Biomeca développe aujourd'hui, bah on n'a pas à la partager avec qui que ce soit. d'accord. On est maître de tout. Sans vouloir rentrer dans des questions compliquées, justement, est-ce Mhm. que tu as essayé de forcément proposer un partenariat à ton laboratoire d'origine quand ce projet est arrivé est-ce que tu as essayé d'avoir des discussions avec eux pour exploiter peut-être leur matériel ou ils ont fermé la porte et tu es directement allé vers d'autres labos, d'autres plateformes? Alors, comme 20, 30 ou 50% des thèses se finissent pas forcément très bien. J'avais pas cette stat en tête, ok. Je suis curieux d'en savoir un peu plus. C'est assez impressionnant le pourcentage de Ok, thèses qui se terminent pas forcément très bien parce que les attentes des uns sont différentes des attentes des autres. Euh, et donc forcément, bah, avec mon laboratoire, ça s'est pas forcément terminé très très bien. d'accord. Donc il était compliqué pour moi de revenir vers eux, même pour avoir une place dans leur laboratoire ou en attendant de trouver des locaux ou d'avoir des interactions ou même un premier projet collaboratif. Ça n'a pas été des questions posées et évoquées même. Donc on va dire que la thèse, le doctorat s'est terminé, la soutenance est finie et voilà. Ciao, ok. Dernière question avant d'en arriver à Biomeca et Oncomeca. Quelle vision tu avais de l'entrepreneuriat au jour zéro? Au jour zéro, tu crées ton entreprise, tu sais que tu vas partir à l'aventure. Quelle vision tu avais de cet univers-là, même si je pense que tu avais quand même déjà d'énormes pistes de réflexion Hmm. avec le côté entrepreneur de ton papa. Est-ce que toi, voilà, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es lancé? Eh ben, alors qu'est-ce que j'ai ressenti? Alors déjà une grande fierté de se dire que je pars de l'académique pour aller créer mon emploi. Euh, donc ça déjà personnellement et ensuite je m'étais dit bon bah ça va être c'est parti pour les montagnes russes. Donc il va y avoir des hauts, des grands succès, mais il va y avoir aussi des encore un autre terme qu'on utilise beaucoup, des beaux rebonds. Euh, C'est le euh, jargon entrepreneurial. c'est ça. Il n'y a pas d'échec dans l'entrepreneuriat, il y a que des rebonds. Euh, donc voilà. Et de toute façon, tous les choix qui vont être pris devront être assumés. Et on ne devra pas se cacher derrière quelque chose puisqu'on est en première ligne. Donc encore un autre terme, on est au front, première ligne. Donc il va falloir de toute façon montrer une certaine agilité dans notre quotidien et accepter tous ces hauts et bas qui vont de toute façon aussi avoir un impact dans notre dans la partie personnelle. Ok. C'est vrai, complètement vrai, je peux que rejoindre ce que tu dis là. Mm. Et donc on arrive au moment fatidique, est-ce que tu peux présenter ce que fait Biomeca et Oncomeca? C'est Ouais. très rare sur le podcast d'avoir quelqu'un qui doit présenter en parallèle deux entreprises, sachant que souvent c'est une et puis une deuxième après, là t'en as deux en parallèle. Donc double exercice pour toi aujourd'hui. Alors, Biomeca est une jeune société, hein, comme je l'ai dit, elle a 5 ans, on est dans notre sixième année. Donc une société de service aujourd'hui à l'industrie de la biologie, donc vraiment de la cosmétique pharmaceutique. C'est une société qui est partie d'un savoir-faire et d'une technologie de microscope de force atomique et on est aujourd'hui quasiment les seuls à allier donc ce savoir-faire et cette technologie dans l'optique de répondre à des besoins de ces industriels dans la valorisation de leurs principes actifs et produits finis. Pour faire très rapide, des grands comptes de la cosmétique ont un besoin d'innovation, de se démarquer par exemple sur des effets anti-âge. Ils ont D'accord. diverses actifs. Ils nous envoient les actifs, nous on les teste sur des explants de peau, donc issus de chirurgie plastique. On fait des applications entopiques, donc c'est-à-dire sur la surface de la peau, et on fait des mesures donc d'AFM. Ce sont des mesures d'indentation, donc de déformation de surface. C'est comme si tu prenais ton doigt et t'appuyais sur ta peau, la peau se déforme, et donc on extrait des courbes, et à partir de ces courbes
on a donc la capacité d'extraire donc la rigidité, la fermeté, l'élasticité et de classer en fait ces actifs selon leurs actions. Voilà, pour D'accord. faire très simple. De ce savoir-faire qui a donc évolué au cours de ces dernières années, on a eu Biomeca a eu l'idée de travailler sur des pathologies cutanées. Et donc, en pathologie cutanée, il y en a quand même quelques-unes, et celle où il y a un très fort impact et des pronostics qui peuvent être engagés, ça, c'est le cancer de la peau. D'accord. Et donc, on s'est dit, est-ce que la biomécanique, donc est-ce que la rigidité peut être un nouveau mécanomarqueur, biomarqueur dans le diagnostic des lésions cancéreuses? Donc, on a fait bien évidemment quelques études en interne. On a une thèse CIFRE, donc une thèse de industrie laboratoire académique qui est en cours sur cette problématique-là de mélanome. Et on s'est rendu compte que effectivement les cancers de la peau avaient une signature mécanique. Donc de cette signature mécanique, plus du savoir-faire du praticien dans son quotidien, c'est-à-dire que le dermatologue va regarder la lésion, va la toucher, et il va utiliser son savoir-faire pour diagnostiquer la lésion. Et ben nous, en fait, on a eu l'idée de remplacer la palpation du praticien par la mesure mécanique, Ok. son œil par l'optique, ce qui est aujourd'hui très répandu, et le savoir-faire par une intelligence artificielle. L'association des trois, c'est, on espère, le meilleur médecin dermatologue qui puisse être transféré donc au médecin généraliste pour un diagnostic des lésions cancéreuses, donc du mélanome, carcinome, etc., du plus grand nombre. D'accord. Donc là, dans les résultats précoces que vous avez, vous seriez capable de détecter un cancer de la peau combien de temps en amont? Alors aujourd'hui, on a un taux de plus de 90% aujourd'hui de détection, D'accord. et on est dans des stades donc il faut pas que je me fasse disputer par les dermatologues par rapport à gradation des mélanomes, mais aujourd'hui c'est au stade 1, donc très précoce, non diagnostiqué aujourd'hui par l'IA optique par exemple. D'accord. Ok, Voilà. très très clair. Excuse-moi, Donc je t'ai aujourd'hui, coupé on est... peut-être. Non, mais juste pour terminer, on a une vraie complémentarité avec l'optique et la mécanique. C'est-à-dire que l'optique est très forte pour les lésions cutanées qui sont visibles, très visibles, qui ont des spécificités très particulières, mais par contre très faibles pour des lésions qui sont très similaires à des stades très précoces. Et donc la méca a toute son utilité dans ce champ, enfin dans ces lésions très précoces. Oui, complètement. Ça me fait penser un petit peu dans l'approche à ce que fait Samdoc. Donc c'est Mhm. l'épisode qui est sorti il y a 2 semaines. Du coup, ils font la détection des micro-mouvements faciaux sur les patients qui sont atteints du coma, Mhm. qui sont dans le coma pour détecter leur Réaction. stade, voilà, leur réaction, savoir Mhm. s'ils sont douloureux ou pas, s'ils ont mal, etc. Et les traiter précocement. Et donc, du coup, dans l'approche, je trouve ça un peu similaire et je trouve ça vraiment très, très, très stylé. Ça me fait penser un petit peu au futur. Là, tu parlais tout à l'heure de Solo sur Mars. Ça faisait penser à un autre film de science-fiction, Elysium, là, quand ils rentrent dans une Mhm. cabine et puis du coup, ils sont capables de détecter D'être tout. soigné, ouais. Et donc, on peut imaginer bientôt la cabine du futur avec la technologie Oncomeca, la technologie Samdoc ensemble. Et du coup, on peut tout diagnostiquer à la C'est fois. ça. Ce serait trop fort. Ça. C'est pour ça que j'adore faire ce podcast. Je parle au futur directement, donc c'est hyper intéressant. Donc ça veut dire que Et le métier de médecin va plus s'orienter vers des ingénieurs médicaux. je sais pas, il y a sûrement un débat là-dessus. Je suis sûr et certain qu'il faudra complètement toujours le médecin, au moins pour la partie humaine, parce que ça va être Mhm. compliqué de rendre un ordinateur aussi humain qu'un humain. C'est vrai. Mais vu que le médecin, etc., ne veut pas être partout, c'est sûr et certain qu'on va pouvoir l'aider et l'aider à faire encore mieux son travail. Donc, c'est vraiment hyper stimulant ce qui se passe actuellement. Mhm. Et bah, forcément, la question qui va se poser, et la question que les auditeurs aussi vont se poser, c'est de savoir comment toi, tu articules ces deux entreprises. Donc, Biomeca, plutôt B2B, laboratoire et laboratoire de cosméto, et Oncomeca. Comment tu partages ton temps? Comment tu équilibres aussi les finances? Est-ce qu'il il y a un pont entre les deux structures? Est-ce que c'est vraiment complètement indépendant? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne en back-office?
Eh ben c'est de la gymnastique. Ok. Non, mais les deux structures donc sont indépendantes capitalistiquement D'accord. parlant. Donc il y a juste entre guillemets moi qui suis dans les deux structures, mais les deux structures restent malgré tout indépendantes. Il y en a une effectivement qui est en autofinancement, Biomeca, qui est une société donc rentable, qui a vraiment des plans de développement avec aussi des commercialisations de produits, services, accès à des marchés. Donc on va dire une croissance de société classique. Et Oncomeca à côté, qui exploite un brevet déposé par et détenu par Biomeca. Donc, qui exploite un brevet sous forme de licence exclusive en oncologie. Et en fait, c'est une société vraiment type start-up. D'accord. C'est-à-dire que zéro chiffre d'affaires, mais un vrai produit, un vrai marché et une recherche de financement perpétuelle pour pouvoir se financer, se développer pour accéder finalement à la rentabilité dans quelques années et à la mise sur le marché surtout de son produit. D'accord. Chez Biomeca, parce que c'est des sujets que j'ai pas abordés en fait dans ce sens-là, est-ce que vous devez faire certifier vos process pour garantir la fiabilité des tests que vous faisiez, que vous faisiez, j'ai un petit problème de lexique, pour les laboratoires. Est-ce que voilà, comment ça se passe Très, pour certifier voilà votre solution? Eh ben, très bonne question. Donc aujourd'hui, la cosmétique n'est pas un marché réglementé, D'accord. enfin avec beaucoup de réglementations. Alors il y en a quelques-unes bien évidemment, mais en termes de sous-traitance, quand on compare par exemple à la réglementation des dispositifs médicaux, on doit maîtriser ses sous-traitants. En cosmétique, c'est pas le cas. Par contre, nous chez Biomeca, on est ISO 9001, donc Ah satisfaction oui. client, la maîtrise des process, donc des données d'entrée, des données de sortie. On a aussi la possibilité de certifier, et c'est ce qu'on va faire, donc certaines manips, certaines expérimentations par des ISO 17025 ou par des bonnes pratiques de laboratoire, donc des BPL, qui vont en fait garantir à nos clients la haute exigence qu'on a dans nos process, dans nos procédures et donc dans les rapports qu'on fournit à nos clients. Typiquement, on va en pharma là actuellement, et en pharma, on se confronte un petit peu à ces difficultés réglementaires, puisque la pharma est un tout petit peu plus réglementée que la Ouais. cosmétique, et tout dépend à quelle échelle en fait on intervient dans la pharma. Si on est en R&D exploratoire, on n'a pas spécialement besoin de trop de réglementation. Par contre, si on accède à une R&D beaucoup plus appliquée, là effectivement, il faut prouver qu'on a au minimum les BPL pharma. D'accord. Et quand tu t'es lancé, quand tu t'es lancé sur Biomeca, est-ce que tu pensais déjà à Oncomeca ou c'est vraiment venu au fil de l'eau? Et ben en fait, c'est une grosse réflexion comment dire, euh, dans le schéma d'une société, surtout de service, je veux dire on fait du all-in chaque fin d'année, et on redémarre une nouvelle année sans avoir de maîtrise réelle de son chiffre d'affaires, puisque D'accord. on l'a vu avec la pandémie, ou même avec des décisions sur les budgets des R&D, par moment c'est un peu au sens du vent. Oui, on va faire un peu d'AFM, non, on n'en fait pas. Je me suis toujours dit, pour croître et pour garantir une certaine rentabilité, il faut qu'on développe un produit en notre nom, pour qu'on puisse en fait avoir une certaine récurrence dans notre chiffre d'affaires et dans notre croissance. Et donc on a associé ce savoir-faire, cette problématique de santé publique, et donc Oncomeca a été créé. La question à ce moment-là était: est-ce qu'on garde Oncomeca chez Biomeca, ou est-ce qu'on crée une nouvelle société? Quand on commence à faire rentrer des investisseurs, on se dit, mais où est-ce qu'ils vont investir? Est-ce que ça va être au niveau du service? Est-ce que ça va être au niveau du produit? Donc il y avait une grosse interrogation là-dessus. Et donc on a décidé de rendre indépendant Oncomeca, pour montrer aux investisseurs qu'il y avait un produit, qu'il y avait un projet de développement, qu'il y avait même un pipe de développement produit sur les 5-10 prochaines années, ce qui pouvait les rassurer aussi sur nos développements, et qu'ils n'allaient pas financer du service par exemple. D'accord. Parce que la question sous-jacente, c'était de savoir si en fait tu avais été
complètement visionnaire et que tu t'étais dit ok, je veux faire Oncomeca, mais je sais qu'il faut de l'argent, donc il va falloir que je trouve comment faire de l'argent. Du coup, je vais d'abord aller vers la cosméto parce que c'est plus facile, etc. Ouais. Donc c'était un peu de savoir si tu avais fait ce travail de vision. Voilà. Donc je pense que tu as répondu en partie à la question, mais peut-être que tu as d'autres éléments à apporter là-dessus. Bah effectivement, quand on se lance et qu'on n'a pas d'argent, même pour Biomeca, il faut qu'on aille au plus simple. Ouais. Et le plus simple, c'était dans notre cas la cosmétique. Et effectivement, quand on commence à avoir des bilans comptables assez intéressants, on peut aller récupérer de l'argent chez BPI et commencer à faire à lancer nos projets de R&D. Donc en fait, les deux sont vraiment intimement liés dans le développement de la structure et donc des deux sociétés. Donc visionnaire, peut-être pas, mais en tous les cas, un plan stratégique, oui. Ok. Non, mais cette question, elle se pose parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs. Bon, je sais pas si c'est le cas sur le podcast parce que souvent c'est des boîtes un petit peu plus un peu matures, un peu comme Biomeca que j'ai sur le podcast. Donc ils ont déjà fait le parcours, donc forcément quand tu poses des questions, c'est lissé à l'échelle de l'histoire. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs santé qui partent avec une idée extrêmement ambitieuse au début. Mais ça va être un chemin de croix, ça va être très long, quoi. Alors que le fait de rentrer par la porte un petit peu détournée, de commencer à vendre, commencer à faire de l'argent, commencer à rassurer les investisseurs, etc., c'est une autre approche qui peut être plus rapide aussi. Mais après, c'est un peu un double tranchant. Ça veut dire que quand on commence à faire du chiffre d'affaires, Oui. les investisseurs se disent mais pourquoi on va investir chez vous parce que vous vous autofinancez. D'accord. En plus, c'est du une question qui se pose. service. Ok. Ah oui, sur le C'était une service, question oui, oui. Eh oui. Oui, forcément, sur le service, c'est pas scalable, donc c'est dur Exactement. Ok, Ouais. d'accord. Donc d'où la réflexion de séparer les deux, c'est très clair. Exactement. Ok, mais par contre, ça peut aussi rassurer dans un sens les investisseurs qui se disent, bon, dans tous les cas, le dirigeant, il gagne plus ou moins sa vie avec la première structure, donc on sait qu'il va, voilà, il va pas abandonner son projet, donc ça peut aussi... Est-ce que c'est un élément rassurant pour eux? Ça dépend quel investisseur on a devant nous et typiquement là on a des réflexions sur ma disponibilité. Est-ce que j'arrive à bien faire la part des choses? Et donc là je vais répondre à ta question sur comment je me répartis sur les deux structures, puisque c'est une question d'investisseur qui dit bah moi on veut bien investir chez Oncomeca, mais typiquement, est-ce que vous allez être à 50, 60, 70% sur qui je capitalise? Est-ce que vous êtes bien structuré aujourd'hui pour répondre aux enjeux de Oncomeca? Alors en fait, Biomeca aujourd'hui est structuré, c'est-à-dire que je peux entre guillemets m'absenter quelques jours ou quelques semaines. La société évolue, la société fonctionne. J'ai divers services, un service qualité réglementaire, R&D, prestation de services, commerce et marketing, etc. Et par contre, la question se pose sur Oncomeca. Et Oncomeca, j'ai donc un CEO, donc un Chief Operating Officer, qui s'occupe de tout le quotidien de la société, de la mise en place de la stratégie décidée, qui est vraiment un peu le représentant de la société face aux investisseurs. Et lui est à 100% dans le projet. Aujourd'hui, moi, sur Oncomeca, on va dire que je suis à date là à 60% Oncomeca, 40% Biomeca. Voilà, donc j'ai une répartition comme ça, je montre que bien évidemment je fais des choses, je porte la technologie, puisque elle a été créée chez Biomeca, donc j'ai quand même cette connaissance entre guillemets sur qu'est-ce qu'on a mis dans le dispositif Oncomeca pour diagnostiquer ces cancers. Je fais plus la relation scientifique sur l'étude clinique qu'on est en train de lancer, etc. Et donc mon associé donc qui est CEO, lui s'occupe plus de la relation investisseur, financière, mise en place de la stratégie. Voilà. D'accord. Et d'un point de vue opérationnel, peut-être que ça peut intéresser nos auditeurs. Comment tu fais pour segmenter? Donc, tu as dit que tu équilibrais le temps, mais comment tu fais pour pas te mélanger dans tes dossiers, etc. Voilà. Est-ce que tu as un petit hack de productivité? On peut poser la question à ce moment-là. Je vais pas faire de pub, mais Vas-y, c'est pas grave. Dans tous les cas, je suis pas sponsorisé, donc il y a pas de souci. Microsoft fonctionne plutôt pas mal. Ok. Ça veut dire que j'ai vraiment bien segmenté l'activité d'Oncomeca et Biomeca par Microsoft. C'est tout bête, mais avoir bien segmenté les deux d'un point de vue documentation, c'est quand même hyper pratique pour pas se mélanger les pinceaux. Deux calendriers bien distincts qui
se font des rappels entre les deux, etc. Il y a eu quelques petits couacs au début, hein, c'est-à-dire que j'avais 2-3 rendez-vous en parallèle, enfin en même temps, pour Oncomeca et Biomeca, mais bon, là maintenant tout roule, tout est bien segmenté. Au quotidien, j'ai des moments, et tous mes collaborateurs chez Biomeca le savent, dédiés à Oncomeca et d'autres dédiés à Biomeca. Donc c'est un peu comme les permanences, hein, permanence qualité réglementaire, c'est telle date, etc. Donc j'arrive bien à gérer, ça va. Ok, parfait, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent devenir multi-entrepreneurs en parallèle. C'est Et non pas à possible. la suite. Une autre question que j'aime beaucoup poser à mes invités, c'est de savoir qu'est-ce que tu ferais si tu recevais là, comme ça une grosse somme d'argent, donc imaginons 50 millions, 100 millions d'euros. Comment tu répartirais ça entre Biomeca et Oncomeca? Voilà, qu'est-ce que tu déciderais? Comment tu ferais ça? Waouh. Ah bah là c'est jour de fête, là c'est Noël avant l'heure ou après l'heure, tu reçois 100 millions, là, qu'est-ce que t'en C'est fais? après Pâques, j'ai ouvert l'œuf et ouais, 50 millions. C'était un Kinder très très surprise. C'est ça. Et ben typiquement, je diviserais 60%, 60% pour Oncomeca et 40% pour Biomeca. Donc les 40% pour Biomeca serviraient à financer les accès marchés. D'accord. Là, on a des très bons faisceaux faisceaux de preuves qui nous montrent que les États-Unis répondent très bien. Donc là, ce serait un vrai accès aux États-Unis, avec le développement aussi de notre produit qui s'appelle EasyStiff, donc mesure des propriétés méca de la peau, mais sur la cosmétique, sans IA, etc. Et ensuite, les 60% sur Oncomeca, là, ce serait recrutement d'une armée qualité réglementaire pour répondre aux exigences et aux problématiques du MDR, donc et de l'ISO 13485. Donc vraiment une mise sur le marché du dispositif qui serait raccourcie aussi, puisqu'il nous reste 1 ou 2 développements à terminer pour être opérationnel. Et donc une pression financière qui serait beaucoup moins présente, et ça, ce serait beaucoup plus appréciable aussi, parce que au quotidien c'est très lourd, puisqu'on essaye de pas le faire paraître à nos collaborateurs, mais c'est quand même nous qui supportons cette pression là, pression de mise sur le marché, pression financière, pression des autorités, donc ce serait un poids en moins au quotidien, donc c'est pas négligeable, c'est pas négligeable. Juste pour savoir, il y a combien de personnes dans l'équipe Biomeca, combien de personnes chez Oncomeca aujourd'hui? Alors aujourd'hui, chez Biomeca, on est à peu près 12, Ok. et chez Oncomeca, nous sommes à peu près 4. D'accord, ok, ouais, c'est tout début, c'est normal. Voilà. Et sur Oncomeca, vous prévoyez une mise sur le marché à l'horizon quelle date, hein? Alors horizon 2024-2025. D'accord, ouais, finalement c'est assez rapide, hein. C'est assez rapide, et en plus de ça, on a eu un beau succès parce qu'on a été financé par les Hospices civils de Lyon dans le cadre d'une étude clinique. Donc on la démarre en juin-juillet de cette année. Donc c'est plutôt de bon augure pour nous, parce que si les résultats sont positifs, derrière ça devrait plutôt s'enchaîner sur d'autres accessions à des financements. Donc c'est plutôt très positif. Ok, très 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 cool, on va suivre ça avec grande attention. Et dernière question sur la partie entrepreneuriale, qu'est-ce qui t'a le plus surpris depuis que tu t'es lancé dans cet univers-là? Oula, très bonne question. Qu'est-ce qui m'a le La, plus la- la chose surpris? la chose qui s'est passée, que t'attendais le moins, que t'avais pas anticipé. Et voilà, qu'est-ce qui t'a vraiment surpris depuis que t'as lancé Biomeca, Oncomeca, voilà. Eh ben, c'est mes collaborateurs. Mes collaborateurs, parce qu'en fait, en démarrant seul, puis à 2, à 3, à 4, on se rend compte qu'on crée un premier cercle de collaborateurs qui vivent l'entrepreneuriat comme nous. Donc oui, ils ont pas les risques, ils ont pas toute la pression, mais en tous les cas, dans la stratégie de la société, j'essaye de les intégrer dans les décisions. Et ben en fait, ils sont hyper impactants. Ils sont force de proposition, force de dire oui, la stratégie là, elle est plutôt pas mal, etc. Donc après, oui, je suis le seul décideur, bien évidemment, mais en tous les cas, de les intégrer là-dedans, dans ces chaînes de décision, c'est hyper valorisant pour eux.
pour moi. Et c'est vraiment une belle preuve comme que les jeunes, ils peuvent s'investir, hein, sans problème dans leur société. Et ça, c'est plutôt bien. Ouais, tu as réussi à créer un environnement de confiance dans lequel chacun peut donner son avis, voilà, sans forcément. Exactement. Ok, ça c'est vraiment fort. Faudrait qu'un jour je fasse un épisode où je creuse un petit peu sur comment construire cet état d'esprit. Et je pense qu'on pourrait faire une table ronde avec Julien justement de Samdoc qui a fait la même chose et c'est assez incroyable. Et Avec plaisir. Julien Delpech de Invivox aussi, c'est un peu pareil. Donc, Pas que des Juliens. que des Juliens, non, vraiment, il y a une idée, il y a quelque chose à faire derrière. Donc, oui, c'est vrai, oui, je viens de tilter, oui, que des Juliens, oui, que Voilà, des Juliens. je pense que c'est le prénom qui. C'est vrai que je viens de tilter, j'étais en chose. train de dire Julien, bah oui, effectivement, tu t'appelles Julien, on l'a bien dit en introduction. Quelques petites questions sur l'écosystème santé. Donc, en introduction, tout à l'heure, on a un petit peu critiqué rapidement, gentiment, le modèle de la recherche académique et de comment les jeunes aspirants chercheurs voilà, pouvaient être un petit peu dégoûtés de cet écosystème, de l'univers. Si on prend le spectre un peu plus global sur l'écosystème health tech, donc plutôt vraiment le penchant entrepreneuriat, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas dans notre écosystème en France particulièrement? Alors, je vais peut-être pas me faire des amis, hein, mais T'inquiète pas, il y a eu du sans filtre sur le podcast. Pour l'instant, personne ne s'est fait taper, personne n'a perdu des investisseurs. Donc, ok. Et ben, je dirais que c'est quand même le parcours du combattant. Okay. C'est quand même le parcours du combattant parce que on est a priori un pays où l'innovation est quand même hyper importante, où elle est extrêmement financée de son idée jusqu'à sa mise sur le marché. Il y a quand même pas mal de sources publiques de financement, mais malgré tout ça, c'est hyper compliqué de mettre sur le marché un produit médical, quelques grades que ce soit un classe 1, classe 2, classe 3, etc. C'est un peu le parcours du combattant au niveau des autorités, d'accéder aux bonnes personnes, de comprendre comment ils fonctionnent, l'acceptation, puisque c'est pas en adéquation avec notre mise sur le marché. C'est-à-dire qu'on peut être prêt à mettre sur le marché, mais derrière, les autorités ne le sont pas. Okay. Et ça, c'est problématique. Et c'est problématique pour nous, bien évidemment, mais aussi par rapport à nos créanciers, puisque quand on leur dit qu'on développe un dispositif médical, pour certains, c'est oula. À quel niveau de développement vous êtes? Ah, vous allez mettre sur le marché? Ah mince, mais vous avez dit que c'était 2024. C'est peut-être limite pour nous. Vous savez qu'en France, comptez 2-3 ans supplémentaires, vous allez pouvoir éventuellement espérer mettre sur le marché. Ouais, sauf que 2-3 ans supplémentaires, ça peut être la fin d'une société, hein, typiquement, parce que il faut bien rémunérer les gens, il faut bien faire vivre la société. Donc je dirais compliqué. Malgré tout ça, il y a quand même des choses qui se font par des instances, le SNITEM, par France Biotech, etc., qui finalement poussent nos demandes, essayent d'accélérer aussi les processus, les procédures, pour faire en sorte qu'on accède plus facilement au marché, qu'on ait des bons interlocuteurs, qu'on soit pas baladé de service en service. Je dirais que on est un peu comme dans la BD Astérix et Obélix à l'asile de fous. Pour trouver un document, on est obligé de faire 50 000 services. C'est à peu près pareil. Il m'a toujours traumatisé cet épisode-là. Là, j'ai les images en tête, là où je les vois courir entre les étages. Je sais pas pourquoi cette scène, elle m'a particulièrement marqué. Je sais pas si nos auditeurs, ils arrivent à la voir, mais je vois exactement c'est laquelle. C'est dans les 12 travaux, je crois. Exactement, ouais. C'est ça. Et c'est à peu près ça. Donc effectivement, quand on est une société déjà avec des produits, je dirais que la difficulté, ça va être d'obtenir les études cliniques, les autorisations, etc. Mais la société est créée. Mais quand nous on démarre, c'est un peu plus compliqué, puisque on peut pas se greffer à une grosse structure, puisqu'il y a quand même pas mal de confidentialité, pas mal de secrets. On peut pas aller voir les autorités parce qu'ils nous connaissent pas, donc derrière vous êtes des petits rigolos. Non, on a une vraie innovation, donc nous on veut simplement la mettre sur le marché. Ouais, mais le simplement, c'est pas si simple. Et donc toi, si tu étais justement, tu étais ministre de la Santé, qu'est-ce que tu ferais pour que ça avance plus vite, pour qu'on grandisse, pour qu'on
devienne aussi un peu plus compétitif, même si on le devient aussi, face aux États-Unis, face à la Chine, qu'est-ce que tu ferais? Bah, peut-être libéraliser un petit peu l'accès au terrain. D'accord. Il existe des articles de loi qui permettent d'accéder beaucoup plus facilement au terrain ou à des zones de faible concentration de médecins, mais c'est encore trop faible par rapport au nombre d'innovations qui peuvent être mises sur le marché. Et aussi, je travaillerai avec l'Europe sur les organismes notifiés qui sont aujourd'hui trop peu, Ouais, là, c'est le problème. où les dossiers s'accumulent, et donc ça, je travaillerai là-dessus pour pouvoir faire en sorte que l'innovation ne soit pas perdue ou rachetée, parce qu'aujourd'hui elle est extrêmement rachetée par des concurrents américains, et donc c'est assez dommage parce que de nombreuses innovations sont issues des laboratoires académiques et partent aujourd'hui sur des soit pour étouffer la technologie, hein, ou soit pour la racheter pour mettre un nouveau produit sur le marché par des grosses sociétés. Donc tant mieux pour les porteurs de projets, mais c'est dommage pour nous. C'est Ouais. dommage pour l'État et pour les patients. C'est drôle que tu abordes ce point-là très précisément parce que, pour préciser à nos éditeurs, c'est David Comartin de Terraclion qui nous a mis en relation pour faire cet épisode-là et il m'avait sorti exactement le même argument en m'expliquant que voilà, il y avait aussi un petit peu un enjeu derrière tout ça, que forcément les États-Unis ou des gros pays pouvaient venir acheter des boîtes en France beaucoup plus rapidement beaucoup plus rapidement et à moindre coût parce que on était un petit peu en retard, donc il y en a, ils étaient forcément attirés par les sirènes américaines. C'est ça, exactement. Donc, en tout cas, ça va s'améliorer, mais on espère que ça peut aller encore un peu plus vite. Et je crois qu'on a combien? Il y a 24 mois de retard chez les organismes notifiés dans les Oh oui, certifications. ouais, c'est ça. C'est énorme. C'est Ça, même ça, eux, ça va être terrible pour eux, la pression qu'ils doivent avoir. Ça va être, on n'y pense pas, bah c'est mais ça. Et puis derrière, il y a quand même d'autres enjeux parce que forcément, nous, on a aussi des charges de brevet. Quand on dépose un brevet en oui, bah oui, APCT, oui, oui, donc c'est c'est vrai. relativement gratuit entre guillemets. Mais ensuite, il faut qu'on choisisse nos pays. Et le problème, c'est que si on n'a pas les autorisations, bah c'est un peu plus compliqué. Il y a peut-être d'autres marchés qui sont plus faciles d'accès aussi. On parle pour nous, par exemple, pour l'Australie, mais sauf que l'Australie se repose aussi sur la réglementation européenne. Donc, enfin, tout est un Ah, peu lié. ça Donc, se mord la queue, quoi. ça se mord la queue, effectivement. Donc, je dirais, ouais, ministre demain, bah, il faudrait travailler effectivement sur ces aspects-là. Et aussi pas financer uniquement les spin-offs des laboratoires, c'est-à-dire financer aussi les spin-offs des sociétés, puisqu'on n'est pas tous issus de grands groupes aussi, hein, donc avoir un petit coup de pouce aussi sur ce côté-là, ça peut être bien. C'est que c'est intéressant, c'est vrai que c'est la première fois que je parle à une spin-off de start-up déjà, donc je trouve ça très drôle. Et pour finir, justement, ça me fait penser à une question, là, je vais te poser quelques petites questions pour terminer. Si tu devais faire une troisième spin-off, d'habitude, je pose la question en demandant à mes invités si tu devais relancer une boîte aujourd'hui, Ouais. qu'est-ce que tu relancerais? Mais sachant que tu en as déjà deux, que tu viens d'en relancer une, quelle troisième boîte tu relancerais aujourd'hui? Et sur Et ben, quel domaine dans la santé? Voilà, on reste dans la santé, évidemment. Et ben en fait, dans la santé toujours, et je peux pas forcément en parler parce qu'il y Ok. a, il y a, il y a un projet qui est en train de faire ses preuves aujourd'hui chez Biomeca, et on est en train de se poser la question avec mon associé chez Biomeca, de créer une autre structure pour la rendre indépendante, et voilà. Donc Ok. Finalement, moi, je suis en train de développer un startup studio, mais c'est toi qui développes le startup studio, finalement. C'est toi qui fais marcher des idées, émerger des boîtes. Donc, ok, on va être concurrents. Très, très clair. Deux, trois petites questions sur les tendances actuelles. On entend un peu parler de comment ça s'appelle, de NFT en santé, voilà, de ce genre de technologie. Qu'est-ce que tu en penses? bah en fait, c'est toujours pareil, c'est qu'elles sont très bien. Ça peut être des très bonnes solutions, toutes les innovations, mais derrière, est-ce qu'elles ont un intérêt? Ok. Parce que ça, c'est la grosse question. Ramener de la technologie du quotidien dans le milieu médical, bah, est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça va être accepté aussi par le corps médical, qui est assez vieillissant malgré tout? Donc, est-ce qu'ils sont technophiles? Et puis aussi, bah, le risque
de perte de données qui est quand même assez important aujourd'hui parce que c'est même assez stratégique. On le voit bien entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Bah, finalement, c'est un peu une guerre qui est menée sous-marine pour récupérer la data patient et donc orienter derrière le médicament, les campagnes de dépistage pour ramener un petit peu d'argent. Donc voilà, faut faire attention à ces innovations qui sont peut-être très bien, mais qui, je pense, il faut prendre un peu de recul sur ces innovations. D'accord, très très clair. Je t'ai posé la question juste avant de savoir quelle boîte tu relancerais, donc on est parti sur un sujet plus confidentiel. Mais à titre perso, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel toi tu es en train de monter en compétence actuellement ? À titre perso, soit même dans ton cadre perso, donc dans ta vie personnelle, ou soit dans le cadre de la gestion d'entreprise. Et ben en fait tout l'aspect, alors ça paraît peut-être bête, mais tout l'aspect humain. D'accord. Donc recrutement, management. Ouais, mais c'est relations humaines. C'est-à-dire que on regarde à la télé les grandes sociétés, on voit un peu des robots qui sont à la tête de ces sociétés-là. On enlève des gens, on recrute des gens, on investit là, etc. C'est assez automatisé et en fait, l'aspect humain, c'est quelque chose d'hyper important. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'intégration des nouveaux collaborateurs chez Biomeca, leur faire intégrer cette culture d'entreprise, et ça fait changer aussi son comportement. C'est-à-dire que quand on regarde ces grands groupes, on se dit moi il faut que je sois à peu près pareil, il faut que je sois froid, il faut que je fasse attention au cas où des prud'hommes, des procès, etc. Il faut que je sois carré, etc. Que je respecte la loi. Bien évidemment qu'on la respecte la loi, mais il faut pas oublier l'aspect humain en fait dans tout ça. Et c'est vrai que dans mon évolution, il y a l'aspect scientifique, mais il y a l'aspect aussi humain qui là j'ai pris un peu une claque sur cet aspect-là, où j'évolue quotidiennement aussi dans mes relations avec mes collaborateurs. Faire un petit déjeuner tous ensemble, parler de tout et de rien, famille, parler un peu de famille, etc. En fait, c'est hyper important. C'est pas intéressé, loin de là. C'est pas se dire je fais ça pour les garder chez moi, etc. Non, c'est vraiment se dire c'est intéressant, ça me fait évoluer dans mes interactions, ça me fait grandir et derrière, eux, je pense que ça fait peut-être montrer un patron qui s'intéresse et qui n'est pas forcément, qu'il n'y a pas de limite entre les deux et donc ils ont facilement, qui peuvent venir facilement vers moi, quoi. C'est un sujet que j'avais commencé à traiter sur le podcast avec Adèle Mebarki et puis après j'en ai rediscuté avec d'autres invités, c'est que particulièrement dans la santé, comme tu l'as dit, avec les enjeux réglementaires, etc., des fois, on peut être considéré comme un secteur froid. Et donc, de ramener, je déteste cette phrase-là, mais de ramener de l'humain, ramener un peu plus d'humanité dans la santé, même dans la communication. Donc, je le vois avec le podcast, je pense qu'on est sur la bonne voie là-dessus. Oui. De délier un peu les langues, d'essayer de sortir de ce tout réglementaire, de ce très rigide, ça peut avoir un avantage, ne serait-ce que pour aussi attirer des talents vers la santé. C'est pour rebondir, c'est ça qui est marrant quand même, c'est que on crée des dispositifs pour soigner le plus grand nombre dans des pathologies tous les types de pathologies. Donc c'est pour l'humain. Et pourtant, effectivement, on est perçu comme pas des bureaucrates, mais assez rigide. Donc c'est marrant quand même, je trouve. Complètement, c'est vrai, c'est très très vrai. Et la dernière question du podcast, très classique, est-ce que tu as un conseil concret pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui soit entreprennent, soit veulent entreprendre ? Eh ben, il n'y a pas de limite. Okay. Il n'y a pas de limite dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de limite. Et même quand on a une société, il n'y a pas de limite non plus. Et quand on commence à se mettre des limites, qu'elles soient financières, réglementaires, humaines ou autres, c'est qu'il y a un petit souci quelque part. Il faut prendre du recul à ce moment-là et remettre tout à plat pour voir ce qui va pas et rebondir. Complètement, rebondir. On va finir sur ce mot-là, donc pas de limite. Et puis on va attendre le résultat des élections prochaines pour voir si tu vas rentrer au prochain gouvernement en tant que ministre de la Santé pour réformer un petit peu tout ça. Et en tout cas, merci beaucoup pour ce moment-là. Voilà, on a fait un épisode de 55 minutes, c'était top. Et on va suivre vos prochaines étapes réglementaires avec grande attention.